notamment dans un contexte aujourd'hui où les prix de l'énergie flambent. Alors la question est toujours de savoir si c'est conjoncturel ou si ça va durer plus longtemps. En tout cas, on peut considérer que tendanciellement, dans les décennies qui viennent, bien la disponibilité en énergie va être contrainte et que les prix vont augmenter. Une réduction des inégalités, et ça c'est peut-être un des co-bénéfices de la rénovation énergétique qui est le plus important, parce que la part du budget des ménages les plus modestes consacrée à l'énergie est évidemment plus importante que celle des ménages aisés. Donc en fait, on a une politique redistributive à travers la rénovation énergétique des bâtiments. On a évidemment la lutte contre la précarité, l'insertion des plus marginalisés, parce qu'avoir un logement décent, c'est évidemment pouvoir recevoir des gens, c'est pouvoir plus avoir honte, et ce sont des problématiques sociales qui sont aussi importantes que les problématiques de transition. Pour vous donner un petit panorama en France, l'objectif, en fait, qui est dans la loi de 2015 de transition écologique pour la croissance verte, c'est l'ensemble du parc immobilier résidentiel et non résidentiel au niveau BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Techniquement, ça veut dire 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, ce qui implique 370 000 rénovations pour les logements. Là, je ne suis plus au niveau résidentiel et non résidentiel, je suis au niveau plus précis des logements privés et sociaux, ce qui nous fait donc 370 000 entre 2022 et 2029, 700 000 ensuite entre 2030 et 2050, et ça c'est dans la dernière stratégie nationale bas carbone que cette trajectoire est fixée. Pour vous donner l'ampleur de la tâche, on est aujourd'hui à 50 000, il n'y a pas de chiffre extrêmement solide. Olivier Siller de Négawatt dirait 30 000. Dans le dernier rapport de Marjolaine Meunier-Milfer, on parle plutôt de 70 000. En coupant la poire en deux, on arrive à 50 000. Bon, on voit bien l'effort qu'il y a à produire entre 50 000 aujourd'hui et à terme, le plus rapidement possible, 700 000. Il y a d'autres travaux, par exemple de l'Institut Rousseau, qui, eux, tablent sur une rénovation de 900 000 qu'il faudrait… voilà. Donc, c'est toujours la même chose. Au fur et à mesure que les horizons se raccourcissent, les objectifs augmentent et on n'a toujours pas les moyens de le réaliser. Pour très rapidement sur la question du coût de l'investissement nécessaire, quelques chiffres. Il faut avoir en tête que pour les logements, là on est dans la problématique du logement et du logement privé, logement privé et logement social, on serait à 25 milliards par an pour faire la rénovation de 700 000 logements performants, 1% du PIB, qu'on pourrait en vertu de tous les bénéfices dont on a parlé au début, qui justifieraient d'être pris en charge intégralement par l'État, qui dispose en plus de conditions d'emprunt plus favorables que les particuliers. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'on est dans un cadre budgétaire contraint. Pour l'instant, il est suspendu avec la crise du Covid et il est en cours de réévaluation, de renégociation. On peut espérer que tous les investissements de transition écologique soient exclus en fait de la contrainte budgétaire et du déficit, aujourd'hui fixé à 3%. Certains, il y a un plaidoyer d'économistes, d'associations universitaires auxquelles évidemment on adhère, qui est celui d'une refonte du pacte de stabilité et de croissance pour en faire un pacte de résilience et de solidarité, où précisément ces investissements publics seraient exclus des critères des 3%. Quoi qu'il en soit, pour les ménages les plus précaires, l'investissement doit être intégralement, ou en tout cas très largement pris en charge par la puissance publique. Deuxième possibilité, peut-être plus réaliste, c'est un investissement qui est pris en charge par je me trompe à chaque fois dans les slides, pardon, pris en charge essentiellement par les propriétaires. Pourquoi essentiellement? Parce qu'il y a toujours effectivement une part qui sera pris en charge par l'État. Alors j'enlève mon masque parce qu'on ne m'entend pas au fond de la salle. Donc l'enjeu, si l'investissement de
rénovation des logements doit être portée par les propriétaires, c'est de leur donner les moyens financiers pour prendre en charge cet investissement. Donc, on a deux éléments à mettre en avant, c'est-à-dire le zéro reste à charge au moment des travaux et un équilibre en trésorerie, c'est-à-dire que les mensualités de remboursement sont inférieures ou égales aux économies d'énergie. Pour que les particuliers prennent en charge cet investissement, il y a quand même deux leviers de financement qu'il s'agit d'optimiser. On a des économies d'énergie qui sont très substantielles quand on fait une rénovation complète et performante. Certes, la rénovation complète et performante coûte plus cher. J'avais mis tout à l'heure en moyenne pour un logement de 86 mètres carrés à peu près 35 000 euros. On obtient des économies sur les factures d'énergie entre 4 et 8 et entre moins 75 et quasiment moins 90%. Et tout l'enjeu, c'est à partir de ces économies d'énergie d'avoir des prêts les plus longs possibles et des taux les plus bas possibles pour pouvoir amortir le financement. On a un autre levier qui est très important, c'est celui de la valorisation du bien immobilier qui est tendanciel et qui peut être un atout pour que les particuliers puissent supporter le financement. Mais ça marche pour des prêts qui sont particuliers, où il n'y a rien à rembourser, il n'y a pas de mensualité. Et c'est à la fin, au moment de la mutation, que les gens payent en fait les travaux qui ont été financés qui ont été pris en charge par un tiers. Donc là, ceci dit, évidemment, ces deux dispositifs portés par les privés n'excluent pas le soutien par la puissance publique. En étant conservateur, on peut raisonner à périmètre constant. On voit aujourd'hui que les dépenses de l'État pour la rénovation, toutes choses confondues, c'est-à-dire aussi bien une TVA moindre que l'éco-PTZ, que ma prime rénov, c'est à peu près 3,8 milliards d'euros par an. Pour les collectivités territoriales, peut-être que Nicolas pourra nous en parler tout à l'heure, moi je ne sais pas, et c'est un des enjeux d'ailleurs de l'Observatoire des politiques de transition publique, parce qu'on n'a pas forcément des données très claires. Donc, ce maintien des subventions, il doit être pour les propriétaires occupants modestes qui contraignent fortement leurs dépenses énergétiques, donc qui n'ont pas à proprement parler d'économie à faire parce qu'ils ont déjà des dépenses extrêmement contraintes et qui se chauffent presque pas ou très peu. Et le deuxième point, c'est celui pour les habitants dans des régions où la valorisation du bien est moins importante, des zones rurales notamment, où cette fameuse augmentation tendancielle de prix de l'immobilier est pas la même. Et en fait, l'idée, c'est que toutes les offres de financement par les banques et les aides publiques soient réservées en fait aux travaux de rénovation complète et performante. Donc, ce qu'on appelle complet et performant, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une rénovation au niveau BBC en une seule fois, c'est-à-dire pas par étape. Et toute autre subvention publique pour une rénovation qui ne serait pas à ce niveau de performance et d'exigence, on peut considérer que, comme c'est le cas aujourd'hui, que c'est de l'argent public qui est gaspillé. En discutant donc avec des experts européens au cours de l'année dernière, certaines propositions de financement, elles sont pas exclusives l'une de l'autre hein, du tout, et puis elles sont pas exhaustives, on peut en imaginer d'autres. Notamment l'Institut Négawatt et Doremi ont commandé un rapport très intéressant sur une offre unique de financement auprès de Deloitte et qui complète totalement ces propositions. On peut considérer deux familles, une où il y a on va dire un financement public, je ne dis pas un investissement public, hein, mais là on est dans la question du financement, avec une première solution qui a été proposée par Boris Vallaud et Jean-Louis Bricout, deux députés socialistes qui ont fait une proposition de prime pour le climat, où le financement est intégralement pris en charge par la Caisse des dépôts, et ce financement est relayé par des agences publiques. Rien à payer donc au moment des travaux pour les particuliers, pas de mensualité à payer, et le remboursement intervient au moment de la mutation du bien, c'est-à-dire la vente de la succession ou au bout de 30 ans.
Donc là, c'est une solution qui passe par ce qu'on appelle voilà, une banque publique d'investissement, comme la banque publique d'investissement allemande aussi est en pointe sur la question. Elle ne fonctionne pas de la même manière, mais disons que ça passe par cet outil. Un prêt à la rénovation européen, c'est une autre proposition qui a été développée par Peter Sweetman, qui est un expert de la finance dans l'efficacité énergétique, et qui est une sorte de prêt avance rénovation, comme il peut exister depuis ce trimestre en France, mais au niveau européen. C'est-à-dire que le principe est le même, il n'y a pas de zéro reste à charge au début et pas de mensualité à payer, c'est-à-dire que le remboursement intervient à la mutation du bien. Si précédemment en France, le prêt avance mutation n'a pas marché, n'a pas été distribué par les banques, c'est notamment parce qu'il n'y avait pas de garantie publique derrière. Il se trouve qu'avec la proposition Sichel aujourd'hui, il y a une garantie publique, donc on va voir si ces prêts se distribuent mieux ou pas. Déjà, la banque postale et le Crédit Mutuel, si je ne dis pas de bêtises, qui vont le proposer. Je crois que le ministère est en discussion avec la BPCE pour voir aussi s'ils sont intéressés. Et en fait, la proposition de Peter est une européanisation en fait de ce dispositif, où c'est plus l'État qui sert de garantie d'État proprement parler, mais c'est la garantie de l'Union européenne à travers la composante sous-utilisée du plan de relance Next Generation EU. Deuxième famille de propositions de financement, où on passe là vraiment par le financement privé, enfin par les banques privées. Philippe Ramos, qui est un expert en finance de marché, a développé l'idée d'un prêt à la rénovation par rechargement hypothécaire, donc originé par les banques commerciales, qui fonctionne comme le prêt immobilier, qui est aujourd'hui le prêt le plus compétitif en termes de taux et en termes de durée. Parce qu'aujourd'hui, en gros, les banques ont une chose à proposer, outre le dispositif Sichel dont on a parlé, les prêts à taux zéro subventionnés par l'État, c'est du prêt à la consommation. Donc, c'est un taux qui est très élevé, qui est à 5-6. Donc, en garantissant le prêt sur le bien comme pour le prêt immobilier, on peut rallonger les durées et abaisser les coûts. Et on peut même être plus compétitif que le prêt immobilier parce que sur les marchés, pour se refinancer, les banques qui financeraient cette rénovation complète et performante bénéficieraient d'un greenium, c'est-à-dire qu'il y a un appétit pour les actifs verts sur les marchés. Et donc, on peut imaginer que dans ce système, le coût de financement par les banques serait encore plus faible que celui qui existe aujourd'hui pour le prêt immobilier. Et ça fonctionne ici avec un remboursement mensuel, mais Philippe a développé d'autres propositions où même on peut imaginer quelque chose, il n'y a pas de prêt de remboursement mensuel, mais un prêt à la fin uniquement. Philippe travaille aussi sur d'autres propositions à l'Institut Rousseau. En ce moment, ils défendent un investissement public de 50%. Donc là, vraiment, l'État paye 50% et les 50 autres pourcents de financement peuvent fonctionner avec le prêt à la rénovation par rechargement hypothécaire. Mais dans notre cahier, on raisonne plutôt à périmètre constant, c'est-à-dire les 3,8 milliards dont on parlait. Et la solution monétaire, par la Banque centrale européenne, c'est-à-dire que la BCE peut refinancer les banques qui prêtent pour une rénovation complète et performante à des taux négatifs, ce qui permettrait aux banques d'écraser encore les taux auxquels ils prêtent aux particuliers pour conduire leurs travaux de rénovation énergétique. Et c'est l'objet en fait de la campagne Unlock, dont Agir pour le climat est partenaire, et on va être la cheville ouvrière, enfin on va coordonner la campagne en France, et Stan Jourdan, qui est le directeur de Positive Money Europe, va nous en parler dans 2 secondes. Juste le temps de vous donner un dernier point, c'est que évidemment la question financière n'est pas la seule. Il n'y aura pas de massification de la rénovation énergétique complète et performante si on n'apporte pas des solutions de financement aux gens, ça c'est évident. C'est une condition sine qua non. Il y a d'autres conditions à satisfaire. Il y a évidemment une offre de services
à développer, parce qu'aujourd'hui, on peut très bien aller chercher une voiture chez son concessionnaire, mais on ne sait pas vers où se tourner pour faire une rénovation complète et performante. Et il faut que c'est ce qu'on appelle les one-stop shops ou les Integrated Home Renovation Services. Il y a le cas aussi allemand où en fait cette cheville ouvrière vers qui se tourner, c'est l'expert thermicien qui joue l'interface entre la finance et le technique, parce que c'est la technique qui doit donner le là, et toutes les offres de financement privé et toutes les subventions publiques, elles doivent être déclenchées si et seulement si les conditions d'une rénovation complète et performante sont rassemblées. Et puis, évidemment, il y a la question de la formation d'une armée de rénovateurs qualifiés. Il en faudra beaucoup. Ça va être compliqué. C'est pour ça que des solutions d'industrialisation doivent être aussi imaginées. Simplement, l'industrialisation ne marche pas dans tous les cas. Quand on a des maisons en lotissement produites sur un même modèle type Phoenix, ça peut marcher. C'est plus difficile pour d'autres, et pour les logements, les logements collectifs, les tours avec des motifs répétitifs peuvent faire l'objet d'industrialisation, de préfabrication. On peut se dire aussi qu'une fois que toutes les politiques publiques, les subventions et les offres de financement seront orientées exclusivement vers la rénovation complète et performante, à ce moment-là, le marché en face se structurera et les professionnels du bâtiment se formeront. Voilà. Je vais laisser la parole à Stan qui va nous parler de la campagne Unlock et du rôle que la BCE pourrait avoir dans le financement de la transition des bâtiments. Souris. On va mettre deux formats. Voilà. Non. Attends, pourquoi c'est ouvert dans un navigateur là? Il n'y a pas de mode. Il n'y a pas le mode slide? Ok, c'est bon. C'est en. Le partager. C'est bon là? Ok. Eh ben, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, à la suite de la présentation de Lucas, je vais vous présenter la campagne européenne qu'on est en train de lancer avec le partenariat de Agir pour le climat. Et donc cette campagne, vraiment, elle s'articule vraiment sur la dernière partie de Lucas, c'est-à-dire sur les options de financement. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a 4 grandes options, mais en fait, en réalité, notre proposition s'articule en fait avec ces autres propositions. Vous allez comprendre pourquoi, je pense, mais c'est vraiment en symbiose, je dirais, avec le travail d'autres organisations là-dessus. Mais d'abord, donc pour me présenter, donc je m'appelle Stanislas Jourdan, donc je suis le directeur de Positive Money Europe. Comment je passe les slides? Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est une ONG en fait basée à Bruxelles et donc qui travaille au niveau européen sur les questions de finances et notamment de tout ce qui concerne les banques centrales. Donc la Banque centrale européenne notamment. Et donc pour info, là on était partie des signataires aussi du pacte finance-climat. Donc voilà, on est aussi dans la lignée, je dirais, des idées qui ont été portées par Pierre Larrouturou, qu'on rencontre d'ailleurs de temps en temps à Bruxelles au Parlement européen.
Et donc voilà, donc notre mission, nous, c'est de faire en sorte que la BCE soit au service d'une économie plus juste, plus durable et plus démocratique. Donc ça fait pas mal de tâches, mais voilà, on est une équipe d'environ une dizaine de personnes à Bruxelles, mais notre mode opératoire, c'est beaucoup de travail en partenariat avec des organisations nationales, parce qu'en fait, à Bruxelles, voilà, on peut faire beaucoup de choses en termes de plaidoyer, mais à un moment donné où il faut aussi interpeller les opinions publiques, et voilà, ça passe aussi par des organisations comme les vôtres. Donc voilà, pour vous dire un peu de mots sur qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années, nous de notre côté, et pour un peu vous montrer pourquoi nos chemins se croisent aujourd'hui avec vous. On était un peu le fer de lance de la campagne depuis 2015 en fait pour pousser la BCE à verdir ses politiques avec un certain succès, puisque je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en juillet dernier, la BCE a annoncé un plan d'action sur le climat. Je ne vais pas vous dire que c'est ça y est, la solution, ils ont trouvé. Il y a encore du travail, mais en tout cas, pour vous dire que les choses avancent, et j'y reviendrai. Et donc voilà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la recherche. D'ailleurs, on avait contribué voilà, au carnet que Lucas a coordonné et qui était vraiment une chouette contribution. Donc, on fait de la recherche, on lance des propositions, on analyse ce que fait la Banque Centrale Européenne. On rencontre les décideurs. Voilà, on avait rencontré Christine Lagarde en 2019 au tout début de son mandat. Et on rencontre assez régulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les parlementaires européens. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais en fait, c'est le Parlement européen qui est en charge, en gros, de contrôler la BCE. Donc, certes, la Banque centrale européenne est indépendante, donc elle fait beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas grand-chose à dire, mais il y a quand même le Parlement européen qui surveille tout ça et qui peut influencer la Banque centrale européenne. Et donc, typiquement, c'est ce qu'on fait. Donc, ça, c'est un exemple de résolution. C'est un vote qui a eu lieu il y a 2 ans où, en fait, tous les ans, le Parlement vote sur les questions qui concernent la BCE. C'est un avis, c'est pas un règlement qui oblige la BCE à agir, mais on arrive quand même à ce qu'il y ait des prises de position assez fortes du Parlement européen qui ont, depuis en gros 5 ans, poussé la BCE à s'intéresser au climat, en commençant par déjà admettre que la BCE a admis il y a quelques années, ça c'était un peu le départ d'un changement de mentalité à Francfort, a commencé à admettre que en fait, l'accord de Paris incombe aussi comme une obligation légale sur la BCE. Donc ça leur a permis de faire commencer à réfléchir un peu sur leur rôle. Et donc voilà, ça j'en ai déjà parlé. Donc la BCE a annoncé un plan d'action. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site de la BCE si vous voulez, mais ils annoncent en gros quand même que il faut que les banques centrales en fait s'intéressent au climat parce que si on le fait pas, en fait, ça va représenter des risques financiers derrière. C'est-à-dire qu'en gros, si on fait pas la transition, l'économie va s'effondrer, donc tôt ou tard, ça va se refléter sur la rentabilité du système financier. Ça c'est un peu la mécanique, enfin la logique un peu, je trouve un peu retors, un peu à l'envers. Il faudrait déjà s'intéresser à comment on évite le désastre avant de s'inquiéter est-ce qu'il y aura un désastre. Mais bon, au moins, il voit qu'il y a un problème, donc c'est positif de ce sens-là. Et donc, pourquoi nous, on s'est intéressé à la rénovation parce que on s'est rendu compte qu'il y a la BCE peut faire énormément de choses pour influencer le système financier. Et évidemment, quels sont les besoins qu'il y a en face. On a identifié également la rénovation comme un besoin majeur. Même la BCE le reconnaît. Dans un article d'il y a quelques mois, ils estimaient qu'il y avait environ 220 milliards d'euros par an au niveau européen d'investissements qui étaient nécessaires à faire, des investissements supplémentaires sur l'innovation. Et en plus, la BCE analyse et ils précisent que, selon eux, 90% de ces investissements seront fournis par les banques. Ça, c'est la vision de la BCE. Donc, d'où le point de départ sur, OK, donc on a les banques, on a la BCE et on a derrière les projets d'Andasso, comment on va lier ça. Donc, peut-être un petit topo derrière pourquoi les banques parce que c'est vrai que, comme l'a expliqué Lucas, il y a aussi des aides publiques, etc. Un petit topo là-dessus, et puis surtout parce que je peux peut-être un peu anticiper le fait que certains peuvent se demander, mais pourquoi on va demander aux banques de finalement faire un service public en quelque sorte, qui est de soutenir la rénovation. Le problème que nous, on voit, c'est qu'aujourd'hui, certes, les subventions publiques ont été nécessaires pour amorcer la pompe, mais en fait, c'est pas soutenable. Puisque si beaucoup de citoyens demandent des aides publiques, évidemment, il y aura juste plus de budget prévu pour ces aides. Et donc, d'ailleurs, c'est le cas en Italie, par exemple, il y a un système très généreux de crédit d'impôt. Et sauf que là, ils commencent à voir que dans 1 an ou 2 ans, en fait, comme ça marche, et ben, ça va échouer. Comme ça marche, les gens veulent des aides, évidemment, il n'y a plus d'aide, ils n'ont pas budgété assez. Donc, c'est le problème des budgets, en fait, c'est que si on ne budgète pas assez pour la rénovation, et ben, en fait, ça va être premier arrivé, premier servi, et les suivants n'auront pas forcément les aides. Donc, par exemple,
À Bruxelles, c'est le cas. Moi, je me suis inscrit pour une nouvelle maison, mais je n'ai pas encore. Je suis dans une liste d'attente et j'attends. Et alors, le contraire, c'est si on budgétise trop pour la rénovation, bah, on se retrouve avec des budgets non dépensés qui auraient pu être finalement utilisés pour d'autres politiques publiques. Donc, c'est le problème un peu des budgets. Encore une fois, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire de budget pour ça. Je vais vous expliquer. Mais c'est pour dire que finalement, avec les banques, l'avantage, c'est que en fait, les banques font de la création monétaire. Je pourrais vous faire un long cours là-dessus, je ne vais pas le faire, mais en fait, les banques ont une capacité de prêter à vous et moi et aux entreprises, etc., qui est illimitée, techniquement. Il n'y a aucune limite. Donc, en fait, l'avantage du système bancaire, c'est que les banques peuvent prêter à la rénovation d'une façon qui s'ajuste à la demande. Donc, c'est comme si le budget était flexible en fonction de combien de personnes veulent s'engager dans un processus de rénovation. C'est pour ça que nous, on pense que le système bancaire vraiment a un pouvoir extraordinaire, en fait, pour financer des politiques de transition. Et j'ajoute à ça qu'on peut aussi imaginer le fait que voilà, les banques elles ont des milliers de bureaux dans les villes, etc. Donc elles ont aussi voilà, en fait, on est tous clients d'une banque en réalité. Donc si les banques jouaient le jeu, elles pourraient vraiment être en synergie des politiques publiques pour identifier les gens qui payent trop de factures d'électricité. Les banques, elles ont ces informations via les paiements en fait. Donc il y a toute une machine qui peut être mise au service en fait du chantier de la rénovation. Et donc, pour le dire autrement, si les banques jouaient au maximum leur jeu, je ne dis pas que les propositions de prêt conviennent à tout le monde, évidemment, et voilà, mais on pourrait mieux concentrer les budgets de l'État sur la création de la chaîne de production, c'est-à-dire la formation de la main-d'œuvre qui va être en manque en fait, sur l'assistant technique, c'est absolument essentiel, ce que disait Lucas sur l'armée d'assistants à la rénovation. Évidemment, là où c'est nécessaire, les banques ne vont pas forcément prêter à tout le monde. Donc là où c'est nécessaire, des aides publiques, enfin des subventions directes, mais seulement dans les cas où les gens n'ont pas la possibilité d'emprunter à des taux normaux à la banque. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut vraiment mettre le focus sur les banques publiques et privées. Donc, quels sont par contre les problèmes? Je pense que Lucas les a déjà dit, mais peut-être pour les résumer. Le problème pour les banques, pourquoi les banques ne s'y mettent pas? Parce qu'en fait, on parle de prêts qui sont certes assez importants pour nous, c'est peut-être de 30, 40 000 euros pour une rénovation complète, voire plus dans certains cas. Mais pour les banques, finalement, c'est des montants assez faibles. Donc, faire des taux à 1%, quelque chose comme ça, finalement, les frais de dossier, en fait, les frais des agents bancaires, etc., sont largement souvent excédentaires au taux qu'il faudrait de 1% par exemple ou 0% même. Donc comment on fait? En fait, c'est pas rentable pour la banque tout simplement. C'est des faibles volumes. Souvent, alors ça c'est pour ça qu'il y a des propositions qui visent à régler ce point, mais souvent aujourd'hui les prêts travaux en fait c'est des prêts à la consommation, donc il n'y a pas de garantie derrière. Donc il faut qu'il y ait soit des garanties publiques, soit engager la garantie sur la valeur de la maison. Donc ça c'est les propositions présentées Lucas. Le manque d'expertise des banques aussi qui ne sont pas formées encore à ces sujets-là. Et donc, résultat, elles proposent des produits non adaptés à ce qu'on a. Donc, je vous invite à aller sur le site de votre banque, essayer de voir s'ils proposent des prêts à la rénovation. Moi, j'ai fait ça à Bruxelles. Je tombe sur, OK, ma banque me propose un prêt d'une valeur maximum de 6 000 euros avec un taux à 5%. Voilà, c'est pas ça qui va me permettre de rénover le toit qui aura besoin de 20 000 euros d'investissement. Donc voilà, donc on a vraiment besoin de mettre pression sur les banques pour qu'elles développent de meilleurs produits et pour que les banques aussi et les régulateurs réfléchissent à ce qu'on peut faire. Donc j'en viens à la BCE. Que peut faire la BCE? Je pense que si vous avez suivi la campagne Pacte Finance Climat, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer en grand détail, mais en gros la BCE elle injecte énormément de liquidités dans l'économie. Là aujourd'hui la BCE elle injecte j'ai perdu la trace, 4 000 ou 5 000 milliards d'euros dans le système financier. Donc, 2 000 milliards passent par les TLTRO. Oubliez l'acronyme, on s'en fout, c'est du jargon. Mais ça, c'est des prêts que la BCE fait aux banques et ça représente 2 000 milliards d'euros en Europe. Ces prêts-là, ils sont à taux négatif. Donc, un taux, normalement, on paye 1% à la banque, mais là, le taux, il est négatif. Donc, en fait, c'est la BCE qui rembourse aux banques un petit pourcentage sur les prêts que les banques empruntent à la BCE. Voilà, c'est un truc assez bizarre, mais en gros, pour la faire simple, la BCE fait aujourd'hui des cadeaux aux banques, elle donne de l'argent aux banques à quelques conditions que les banques prêtent à l'économie avec certains seuils qu'il faut que les banques respectent. Et pendant le Covid, le seuil, c'était simplement 0. Donc en gros, les banques
reçoivent des taux d'intérêt, enfin, voilà, reçoivent de l'argent à la BCE à condition qu'elles ne diminuent pas les encours de prêt à l'économie. Ça, c'est le système actuel là, que je vous explique. Donc, et voilà, et évidemment, ce serait trop beau, il n'y a aucune conditionnalité sur des critères environnementaux, etc. actuellement. Donc, vous me voyez venir, la proposition, c'est de conditionner tout ça à la rénovation. Donc, concrètement, tout ce qu'on propose, c'est que la BCE, certes, donne une petite carotte aux banques, mais qui soit conditionnée au fait que, que les banques fassent un certain nombre de prêts pour la rénovation des maisons. Voilà. Et donc, les bénéfices de ça, bah, voilà, c'est que du coup, l'avantage, en fait, si j'en ai pas parlé, l'avantage de fonctionner sur une logique de prêt bancaire, c'est que ça permet de financer l'ensemble des travaux. Aujourd'hui, on sait, le rapport Sichel le montre que la plupart des aides arrivent en moyenne 8 mois après le début des travaux. Donc, évidemment, ceux qui n'ont pas le cash dans leur compte en banque ne peuvent même pas commencer les travaux. Donc, l'avantage, c'est que la banque permet de couvrir les frais. Une fois qu'on a mis la banque dans le dispositif, la banque a intérêt à aider ce client à obtenir les aides supplémentaires. Donc, il y a une logique de complémentarité aussi qui se met en place. Évidemment, ça permet de, comme tu disais, d'écraser le taux d'intérêt pour les clients. Et c'est-à-dire, c'est une condition de notre proposition. La contrepartie qu'on donne une carte aux banques, c'est que les banques vont devoir, il y aura une logique de taux maximal qu'elles pourront appliquer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on peut rediriger les aides publiques existantes là où elles sont vraiment nécessaires sur les ménages les plus vulnérables, sur l'accompagnement de la création de la chaîne de valeur de production des chantiers, la formation de la main-d'œuvre, etc., l'assistance technique. Voilà la proposition. Pour vous dire une chose, nous, on a parlé on a discuté avec la BCE de cette proposition plusieurs fois. La BCE a même écrit dans un rapport un peu leur retour sur la proposition. Le feedback qu'ils nous ont donné, c'est que oui, certes, on pourrait le faire en pratique, mais le vrai problème, c'est que qu'est-ce qui définit aujourd'hui un prêt à la rénovation qui correspondrait à des critères qualitatifs de rénovation. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de labellisation de ces prêts. Donc, ce ne serait pas possible pour la BCE de savoir combien de prêts les banques ont fait à la rénovation. Donc, du coup, elle peut pas, techniquement, notre proposition n'est pas faisable à ce stade pour juste un manque de données sur les prêts que font les banques et est-ce que ces prêts sont suffisamment qualitatifs aussi. Donc, il va falloir qu'il y ait des contrôles pour éviter le greenwashing. Donc, tout ça, c'est pas encore en place. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train d'être en place. En fait, il y a tout un chantier législatif au niveau européen. Voilà, là, je vous ai mis, c'est les 4 grands, je dirais, initiatives législatives. Donc, il y a une directive en cours sur l'efficacité énergétique qui est en train d'être suivie d'une directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments, donc spécifique aux bâtiments, qui est en train de définir des standards. Donc, d'ailleurs, Lucas a écrit un article sur le site d'Agir pour le climat sur cette directive. Donc, ça veut dire que les critères sont en train d'être établis au niveau européen pour définir qu'est-ce qui est une bonne rénovation et quelles sont les obligations aussi de rénovation. En parallèle, la Commission va lancer une révision de la directive sur les prêts hypothécaires ou les prêts immobiliers. Donc, la question de comment définir un produit financier qui soit labellisé en quelque sorte, ça va peut-être être en cours. Donc, voilà, on est au tout début du processus. Il y a une consultation en cours de la Commission, etc. Et ensuite, la Commission a déjà demandé à l'autorité bancaire européenne, qui est basée à Paris, aussi de travailler sur des standards techniques qui vont définir quels prêts pourraient être considérés comme verts, etc. Et quelles incitations pourraient être mises en place pour inciter les banques à proposer ces prêts. Donc, ça pour dire que d'un point de vue législatif, potentiellement, tout est en cours, mais encore rien n'est fait parce que tout ça va être sujet de négociation très longue avec au niveau du Parlement, avec le Conseil, la Commission. Donc, ça va être toute une popote de lobbying, enfin voilà, de choses qui vont se passer à Bruxelles. Nous, on va être là-dessus à Bruxelles, mais on va avoir besoin d'écho au niveau national. Donc, comment on fait? Nous, notre proposition, donc la campagne Unlock qu'on est en train de lancer, notre proposition, c'est vraiment de faire levier sur les banques, en fait. Puisque certes, nous, on fait déjà le lobbying européen, il y a plein d'ONG qui font du lobbying européen sur ces questions-là. Mais la vraie question, c'est comment on fait vraiment pression pour que les banques elles-mêmes se saisissent du sujet. Et sachant que nous, notre stratégie, elle vise sur le fait que si les banques se sentent sous pression de leurs clients, elles vont non seulement être sous pression de développer des meilleurs produits, des meilleures offres, mais elles vont aussi sûrement, en fait, elles-mêmes dialoguer avec les régulateurs européens, financiers, pour en fait demander qu'il y ait des carottes en fait qui leur soient proposées pour faire ça. Donc, c'est un peu ça notre stratégie.
Et pour le dire autrement, nous, on fait déjà un travail de plaidoyer et j'espère qu'on va le faire ensemble aussi, encore plus fort. Je pense qu'on sera encore plus fort si on arrive à ce que certaines banques fassent également, commencent à comprendre nos positions et à les relayer. Je pense qu'en gros, pour le dire autrement, la BCE va écouter encore plus les banques que nous. Donc voilà un peu nos objectifs avec cette campagne, c'est de rendre visible déjà toutes les personnes qui veulent rénover leur maison, les gens qui font partie voilà, de ce chantier, que ces voix-là deviennent visibles dans les médias et auprès des décideurs, de pousser les banques à proposer des meilleures offres, ça je viens de le dire, et finalement de faire écho au travail de plaidoyer qui est en cours au niveau européen, pour que ce soit aussi relayé, que voilà, les idées soient alignées à la fois au niveau national et européen. Rapidement voilà, je vais pas aller en détail parce que je pense qu'il y aura d'autres moments pour vraiment vous expliquer comment vous pourrez vous engager sur la campagne. Mais là, on est dans la phase de préparation. Le lancement, ce sera le 16 février, à la fois au niveau européen et en France. En fait, donc, la France sera le premier pays dans lequel on lance cette campagne avec vous. Donc, il y aura un site qui va t'expliquer tout ça. On va vous proposer des activités à la fois en ligne, mais aussi en physique. Voilà, je pense qu'il y a des choses à faire directement auprès des banques, peut-être. Voilà, à nous d'imaginer quelles actions on pourrait mettre en place. Et actuellement, on est en train aussi de prévoir le lancement en Espagne, en Italie, et puis après les autres pays, on verra aussi en fonction de comment ça évolue. Voilà, je vous remercie et j'ai hâte d'avoir vos questions. Et puis rendez-vous le 16 février pour le lancement. Oui, est-ce que tu as des questions directes pour Stan? Alors oui, il y avait une question notamment de Jean. Jean qui observe que les problématiques de période de canicule ne sont pas forcément intégrées sérieusement de rénovation énergétique. Enfin, l'évolution des périodes de canicule sera de plus en plus longue et intense et donc dévastatrice. Donc, je ne sais pas si vous avez pointé cette problématique que les spécifications techniques ne sont pas forcément à jour. Jean a complètement raison, oui, parce que les hivers vont être de plus en plus doux et les étés de plus en plus caniculaires. Donc, c'est la problématique de la thermique estivale et qui doit évidemment être intégrée techniquement par les rénovateurs lorsqu'ils font la rénovation complète et performante. Oui, tout à fait. Et de la même manière que la rénovation, après, moi, je n'ai pas les compétences techniques mais en discutant avec ceux qui l'ont, il faut faire attention à ne pas isoler non plus excessivement et avoir des systèmes de double ventilation, d'aération. Il y a tout un dispositif technique et il y a un protocole à suivre qui est bien éprouvé et très clair. On peut très bien parler d'Oremi, l'Institut Négawatt, Enertech, plein de gens qui ont développé cette expertise. Donc faire attention aussi à ce qu'on peut appeler l'effet Tupperware, où il n'y a pas de circulation suffisante de l'air avec des systèmes de double ventilation, etc., quoi, double flux. Donc toutes ces problématiques techniques, oui, évidemment, elles doivent être prises en compte, mais elles seront diffusées par les techniciens compétents, quoi. Et cette expertise existe. Il faut la généraliser. On a également un témoignage, on va dire, de Caroline Houry, qui fait part de son expérience perso et notamment des difficultés à avoir une rénovation énergétique, on va dire, rentable rapidement. Et donc, elle témoigne, elle dit que mettre tout le poids financier de la rénovation énergétique sur le dos du propriétaire et un problème et un frein aussi donc pour les particuliers. Donc, vous en avez parlé, peut-être que vous pouvez apporter des compléments. C'est pour ça que les offres de financement, elles doivent être les plus adaptées possibles, c'est-à-dire que les taux doivent être les plus bas possibles, les durées les plus longues. Mais encore une fois, dans le document que je présentais, ce qui doit être un peu la boussole, c'est le zéro reste à charge et l'équilibre en trésorerie. C'est-à-dire qu'on doit avoir des montages financiers où ce qui est remboursé chaque mois est inférieur ou égal aux économies d'énergie. Et puis, de toute manière, dans les cas où ce n'est pas possible, mais il y a beaucoup de cas où c'est possible en partant de l'existant. Par exemple, le rapport dont je parlais tout à l'heure sur l'offre unique de financement,
à partir de 4 dispositifs qui existent déjà, mais en les perfectionnant légèrement, c'est-à-dire en partant de l'existence sans vouloir tout renverser. Dans une majorité des cas, avec ces 4 dispositifs, on arrive à un équilibre en trésorerie lorsqu'on a des taux assez bas et des durées suffisamment longues. Et après, tout, évidemment, ne peut pas rentrer dans cette case et il doit y avoir un investissement public, ce dont on parlait, les subventions, les aides, qui sont aujourd'hui au niveau de l'État de 3,8 milliards. Toutes ces aides doivent être orientées vers la rénovation complète et performante. Et on peut imaginer aussi augmenter ces subventions et ces aides d'un point de vue budgétaire, notamment avec la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Mais bien sûr qu'on ne peut pas faire payer à des propriétaires une rénovation complète et performante qui va coûter 35, 45, 50 000 euros, ça dépend, s'ils n'ont pas les moyens. Donc tout l'enjeu, évidemment, est de leur donner les moyens. On a plusieurs questions dans la salle. Une première. Votre Thomas, c'est vrai. Des gens Absolument, l'enjeu de la lait. C'est celle d'une labellisation au niveau européen auprès de professionnels pour que lorsque les propriétaires veulent engager des travaux lourds de rénovation, mais ils aient une garantie de qualité des travaux. Oui, bah ça c'est l'enjeu central parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, tout doit découler de la technique, c'est-à-dire que c'est la technique qui doit donner le là aux financiers et le financement et les subventions, elles doivent être déclenchées si et seulement si on a cette qualité des travaux. Donc, il y a tout l'enjeu effectivement de labelliser. Il existe aujourd'hui en France ce qu'on appelle RGE, Reconnu Garantie Environnementale, mais qui n'est pas du tout satisfaisant. Voilà. Peut-être dire un tout petit mot là-dessus. Enfin, voilà, voilà, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que nous, dans notre logique, le rôle des banques n'intervient qu'une fois que le projet est ficelé, avec les accompagnateurs techniques, etc. Et seulement à ce moment-là, en fait, on va donner aux banques, en gros, des projets tout ficelés, elles ont juste à mettre la thune. En gros, c'est ça. Et donc, c'est tout bénéfique pour elles parce qu'elles n'ont rien à faire. Et par contre, à la fin du projet, une fois qu'il est travaillé, il faut aussi qu'il y ait un audit énergétique. Donc, ça, c'est plus ou moins en train d'être prévu aussi dans la directive européenne pour que chaque, voilà, soit toujours checké et qu'il y ait un nouveau test bilan énergétique à la fin pour bien vérifier que le pourcentage prévu est atteint. Madame de manière corrélée, la question du diagnostic social, c'est-à-dire que si on veut savoir si on arrive à 30% arrivé, il faut aussi qu'on ait à la base de diagnostic social. Et quelque chose d'un peu café, c'est vrai qu'en tant que propriétaire, se rendre dans une banque pour obtenir un avis de menace, c'est effectivement en compte. Mais également, dans les espaces un peu énergétiques et autres, il pourrait y avoir des infos packagées en vous avec le diagnostic initial, la proposition de travaux par des et le bilan final. Et en tout cas, c'est aussi la partie diagnostique parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment peut-être juste pour. Ah oui. C'est intelligible. Ok, t'as entendu. Bah, juste pour dire, pour moi, le rôle des banques, effectivement, il peut être dans identifier les clients, donc les gens qui sont en situation en fait de précarité énergétique. Parce que tôt ou tard, en fait, à chaque fois que les gens vont faire acheter une maison, il y aura une obligation que le pièces énergétique soit inséré en fait dans les bases de données des banques. En fait. Donc à partir de là, ils vont pouvoir identifier les clients qui ont une maison avec un PE, je sais pas comment on dit en France, ouais. Voilà, qui est trop bas. Alors bien sûr, j'entends la critique sur mais ça permet de faire un filtrage déjà, de mettre les gens dans le circuit. Donc je dis pas que les banques elles vont elles-mêmes proposer l'expertise, mais elles peuvent dire à leurs clients, sachez qu'il y a des dispositifs publics qui peuvent vous aider à faire le diagnostic et ensuite revenez vers nous avec votre projet. Voilà, c'est bien pour distinguer la partie ce que font les banques de ce que doivent faire des experts techniques. Voilà. Bonsoir. une question la semaine, le dispositif des PLTRO mis en place par la Banque centrale européenne, c'est qu'il est monté dans un contexte de relance
permet de traiter avec taux d'égalité. On voit qu'il y a un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis, peut-être en Europe, qui pourrait conduire à une hausse des taux. Est-ce que cela remettrait en cause les dispositifs? Est-ce qu'on dirait, alors on se souvient dans les années 80, la hausse du taux d'intérêt sur les prêts à taux variables, donc est-ce que le dispositif est proposé en relation entre les banques, entre la Banque centrale européenne et les banques, ça suffit d'être mis en cause? Oui, très bonne question. Justement, j'avais prévu de… Donc, la question, c'est aujourd'hui, l'inflation remonte, notamment à cause des prix de l'énergie. Et est-ce que ça ne remet pas en cause le fait qu'aujourd'hui, la BCE voilà, inonde de liquidités les banques parce qu'il y a besoin de relancer l'économie, sauf que là, le fait que l'inflation indiquerait plutôt qu'il faudrait plutôt même ralentir l'économie. Ça va, je vous formule. OK. Donc, je vais justement vous montrer ce graphique qui montre aujourd'hui l'inflation en Europe. Et effectivement, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous voyez la partie bleue, bleu clair, c'est les prix de l'énergie. Donc, la moitié de l'inflation qu'on voit aujourd'hui, c'est à cause des prix de l'énergie. La BCE commence à se poser des questions là-dessus. Il y a un discours récent d'une économiste de la BCE, Isabelle Schnabel, qui dit « Ok, il se peut que ce soit juste passager, transitoire, sauf qu'en réalité, il se peut aussi que ça devienne permanent dans la mesure où les tensions sur l'énergie vont perdurer à mesure que, en fait, tout simplement, il faut qu'on arrête de produire de l'énergie à base de fossiles et il faut qu'on développe le renouvelable. Parce que là, on est dans une situation de tension puisqu'on n'a pas assez de renouvelables, en fait, tout simplement. Donc, moi, je retournais donc à cause de l'inflation, il y a des gens qui disent « Ouh là là, il faut que la BCE remonte les taux ». Donc, remonte les taux d'intérêt sur les banques pour freiner en fait le financement de l'économie. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que la moitié de ce problème-là, il est lié à l'énergie. Est-ce que si on remontait les taux, les gens vont arrêter de dépenser de l'énergie? Non. La BCE n'a aucun impact, en fait, puisque ce sont des dépenses contraintes. Donc, remonter les taux, resserrer la politique monétaire n'aurait aucune utilité de ce point de vue-là. Et quand bien même il faudrait resserrer la politique monétaire pour, malgré tout, freiner la demande sur le reste, le problème, c'est qu'en faisant ça, on rendrait plus cher, en fait, tous les investissements dans toute l'économie, y compris les investissements verts. Et je dirais même, en particulier, les investissements verts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut investir énormément dans le renouvelables, dans le solaire, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ces investissements nouveaux, donc il faut du capital. Et le coût de ce capital va être déterminé par la BCE. Alors que, par exemple, les investissements gaziers, etc., ils sont déjà rentabilisés, en fait. Les investissements sont déjà faits. Donc, remonter les taux ne va pas pénaliser les industries, les énergies fossiles, mais va pénaliser le vert. Donc, ce serait absolument incroyable. Ce serait une contraction absolument incroyable que la BCE fasse ça, en fait. Donc, d'où, en fait, notre proposition demeure en fait pertinente. Parce qu'en réalité, peut-être que ce qu'ils vont devoir faire, c'est de dire, on va relever les taux sur toute l'économie. Par contre, on va offrir un programme de taux moins élevé pour tous les investissements qui contribuent à la transformation énergétique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que notre proposition, je pense, demeure valide, même si elle va peut-être que le programme TLTRO va changer, en fait, va peut-être devenir quelque chose d'autre. Mais TLTRO ou pas, dans tous les cas, la BCE, son job, c'est de refinancer les banques. Donc, de toute façon, il y aura des choses qui sont faites à ce niveau-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Bonjour. Ma question, en fait, c'est là, vous avez parlé beaucoup des logements, c'est un aspect très important, primordial, pour des raisons de carrière. Ma question, c'est au niveau des bâtiments tertiaires, donc parallèlement des bâtiments tertiaires des entreprises, des administrations, etc., qui représentent un très gros parc immobilier qui est souvent très mal isolé, avec beaucoup de dépenses d'énergie. Ça fait partie aussi des choses extrêmement importantes à diminuer pour respecter les engagements de gaz à effet de serre, etc. Est-ce que votre campagne va aussi s'intéresser à cet aspect-là, ou est-ce qu'il y a des contributions complémentaires à votre campagne qui vont s'intéresser à cet aspect-là? Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des bâtiments qui ne sont pas des maisons, en fait? Donc, les bâtiments d'entreprise, voire même de services publics. Enfin, voilà. Donc, nous, dans le cadre de… Je dirais qu'on fait un travail à deux niveaux. Il y a un travail de plaidoyer technique, et je dirais, là, je veux dire techniquement, qui peut le plus, peut le moins. Si on peut faire ça pour les particuliers, a fortiori, le même mécanisme financier, en fait, peut être appliqué pour tout type de… Donc, je dirais, il n'y a pas de contrainte au niveau de ce qu'on propose. Après, en termes de la campagne elle-même, le but, c'est de mobiliser les gens
de vous mobiliser vous, voilà, de se mettre en action. Et là, je dirais, on a choisi de faire comme focus les logements. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on veut exclure ça. C'est juste qu'en termes de, pour créer un discours, pour proposer des actions qui parlent en fait à tout le monde, on pense qu'il y a quand même une priorité sur le logement aussi pour des problématiques de précarité énergétique. Voilà, les deux sont ouverts, mais d'abord un focus sur les logements. Donc, ça, Oui, c'est pas une question, c'est un remonte vers c'est monter une coopération avec les propriétaires, de mutualisation des travaux de lobby. Ça a été donné à bien, il y a quelques semaines. Notre principal problème, c'est la durée de temps de retour sur un logement. Et dès qu'il y a le moindre pourcentage, c'est la famille. Quand on s'adresse aux banques, on est des propriétaires individuels, même sur le groupe, on s'adresse à 5 banques différents. Et c'est, pardonnez-moi l'expression, un bordel noir. On a besoin d'une seule chose pour l'instruction produit ici. C'est un prêt à taux zéro, basta. N'importe quel propriétaire est capable de comprendre qu'il a les prêts. N'importe quel propriétaire est capable de comprendre qu'il a une assurance. Mais un prêt à taux zéro, ça élimine totalement le CCBA vers la loi. Ça élimine totalement cette question-là. Ça élimine totalement le fait que je vais mourir bientôt. Ça élimine totalement toutes ces questions-là. Et du coup, ça change complètement. D'ailleurs, on est parti à 24, vous savez, on est pas à 24. On est arrivé à 13. Mais dans les 13, il n'y en a que 3 qui ont fait la totale. Parce qu'il n'y avait pas ce prêt à taux zéro. On l'aurait dit, on leur aurait dit, il y avait un prêt à taux zéro. C'est 21 ans qu'on retourne sur investissement. Vous avez gagné un confort absolument incroyable. Pour remboursement, de toute façon, pour rembourser du capital. C'est ça, c'est fini. On est sur un discours simple. On trouve que Lucas, il a raison. L'important, c'est qu'on est à rembourser moins que l'économie d'énergie. Il a complètement raison. Sauf que c'est incompréhensible. Voilà. Là, à zéro, effectivement, on avait eu. Parce qu'on ne peut pas faire ça avec les marchés en dessous, qui prennent tout. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est un soin dans le terrain, c'est que l'ingénierie publique tiers de confiance, c'est pas un vrai mot. Hein, quand on est comptable, quand on est boucher, quand on est infirmier ou infirmière, on ne sait pas ce que c'est que l'innovateur, ce que c'est la résistance des façades, ce que c'est peut-être machin, etc. On ne connaît pas le marché du BTP, on sait rien. On a besoin de quelqu'un, quand on soit sûr, ce n'est pas un marchand. Et à ma connaissance, avec un service public. D'ailleurs, autrefois, pour les directions de l'histoire, il y avait des gens qui étaient d'ingénierie publique qui avaient confiance. Là, pour les maires, les petits maires ruraux, les 25 000, on n'a plus. Et bien, ça, c'est la deuxième chose qu'on a. moi, Jean-Michel, il faut essayer de faire des questions concises parce que c'est vrai que là. C'est pas une question technique. Si tu veux ressembler, Ah non, bah, je trouve, non, juste pour dire que ton témoignage est super parce que ça témoigne bien qu'on a besoin voilà, de meilleurs produits financiers et effectivement et pour moi donc d'allouer vraiment l'argent public sur l'assistance technique. C'est je vois plein de mains se lever, mais on pourra en rediscuter après parce qu'on a une autre séquence qui doit débuter, sinon on va aller déjeuner à 14h. Je propose, il y avait Riwan qui demandait la parole. Ok. Vas-y, rapidement. Et alors, rapidement, moi, je pense que je vais faire un peu un tour de terrain. Moi, je me pose une question. Parce que là, on a des personnes en visio. Est-ce qu'il faut qu'ils viennent là? Les personnes en visio, voilà, n'entendent pas les questions. Je t'invite à te rapprocher du micro parce que c'est vrai que là, c'est pas. Il n'y a pas mieux l'homme. Le mot. Vas-y, parle. Ah, je parle. Il est là le micro. Oui, donc derrière Jean-Michel, moi aussi, je veux faire un retour de terrain et me poser une question, remettre un petit peu en question notre discours à nous tous, qui consiste à poser comme une doxa, comme un truc intangible,
le concept de rénovation complète et performante, et surtout complète. Parce que on a plusieurs retours de terrain, dont un que connaît aussi Benoît, par exemple, dans notre entourage, parmi les militants de nos associations, où on s'aperçoit premièrement que notre discours de dire qu'une rénovation, ça coûte 40 000 ou 45 000 euros, c'est très optimiste. En fait, l'expérience montre, en tout cas chez nous, en proche banlieue, sur des petits pavillons, on a l'exemple d'une personne qui voulait faire rénover un petit pavillon, c'est largement le double. Bon, donc, c'est plutôt de l'ordre de 100 000 euros, 150 000 euros. Donc ça, déjà, ça refroidit les gens qui sont qui sont volontaires pour entrer dans cette démarche. Et d'autre part, il y a aussi la faisabilité technique. Parce que dans nos banlieues qui sont très denses, en particulier, il y a des rénovations complètes qui sont impossibles à faire pour des questions, par exemple, de mitoyenneté, de voisins qui refusent que tel ou tel pignon soit bien. Alors, tout ça fait que, dans la pratique, c'est très difficile de pouvoir faire ces rénovations complètes et performantes. Donc, l'idée, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer, bien sûr, il faut l'encadrer parce qu'il y a des mesures partielles de rénovation qui servent à rien. On sait très bien que changer sa chaudière, en particulier quand avant on n'a pas changé les escaliers, etc. C'est stupide. Mais par contre, intégrer la notion de rénovation par étape, par exemple, rénovation par étape ou d'optimum compte tenu de la situation technique du logement à rénover. Parce que on s'aperçoit qu'être trop intégriste sur cette notion de rénovation complète, eh ben ça nous interdit un grand nombre, et moi j'ai parlé de cet exemple, mais j'en ai d'autres en tête, ça interdit un grand nombre de rénovations qui pourraient pourtant être quand même efficaces pour le climat. Voilà. Merci. Je pense que ce serait plus une question pour Lucas, mais je pense que pour la façon dont je le vois, c'est qu'il y a un enjeu de mettre les gens dans le circuit de la rénovation, dans le processus. Et là, je pense que, donc, en fait, c'est une opération, désolé de mettre des gros mots un peu business, mais c'est une opération marketing, quoi. Il faut qu'il y ait des millions de gens qui reçoivent des courriers, des appels, qui leur disent vous avez accès à l'assistance technique pour vous mettre, et vous êtes prioritaire parce qu'on a identifié que. Et donc, que votre maison a besoin d'une rénovation vraiment lourde, donc complète, et parce que vous êtes dans une passoire thermique. Donc, il y a un enjeu de mettre les gens, de prioriser un peu tout ça. Et je pense qu'il faut commencer quand même par les rénovations complètes dans ce cas-là. Après, voilà, moi, je suis pas un intégriste de ça, mais je pense quand même qu'il faut prioriser. Moi, juste pour répéter quand même ce que dit Christophe, c'est une position forte que les pu prendre à partir de l'exemple de l'EPL, qui sont des fonciers très chers. Ah, pardon. Alors, Frédéric, je voulais réagir et te répondre Christophe et trouve l'équilibre dans ce qu'on a besoin de porter. Et il ne faut pas prendre la rénovation complète et performante comme une vision intégriste mais efficace. Je vous recommande de lire le dernier rapport qu'on a produit avec l'Institut Négawatt et le BENRTech. Thierry Rizer, le patron du BENRTech, donc des spécialistes de performance thermique et du bâtiment. Donc, on fait une grosse étude qui s'appelle PERS in Mind, qui est disponible, je l'enverrai si vous voulez. En réponse à des appels à projets de l'ADEME pour montrer justement que les rénovations par étapes ne permettent pas d'atteindre les économies d'énergie qu'il faut faire sur le logement. Ce n'est pas possible. Il y a plein de paramètres qui montrent pour lesquels ce n'est pas possible, dont un principal, c'est que ça tue le gisement. Ça veut dire quoi, tuer le gisement? C'est-à-dire que quand on commence à faire une rénovation et qu'on se dit, bon, ok, ça coûte cher, je vais juste les menuiser parce que globalement, on commence par les menuiser. Et bien ensuite, si on se dit, je vais faire des combles de la toiture ou une isolation par l'extérieur, eh bien on va voir qu'on ne va pas du tout obtenir un gain substantiel parce qu'on va avoir ce qu'on appelle, je ne vais pas faire trop de technique bâtiment là, mais on va avoir des ponts thermiques qu'on ne va pas savoir résoudre parce qu'on n'aura pas fait les choses correctement et en une bonne fois.
Voilà. Donc, c'est pour redire que ce que je veux pas qu'on comprenne, c'est que ce soit une vision soit élitiste, soit intégriste. Vraiment, c'est démontré en termes, par des BE, donc par des spécialistes, par des ingénieurs qui calculent et qui font avec des entreprises, il y a un bénéfice à faire ça. Maintenant, que ce ne soit pas tout le temps faisable, ok, mais la rénovation complète et perfecte